Bonjour à tous les internautes présents, merci de nous rejoindre. Vous pouvez, vous le savez, poser vos questions sur #Assurance TV sur Twitter. Tout cela est modéré, bien évidemment. Notre dossier du mois. Comment répondre aux exigences clients ? Nous vous remercions de nous avoir rejoints sur le plateau. Blandine Chagall, vous êtes directrice des affaires directes d'Aviva. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Pascal Chaplon, vous êtes ici au titre de vos fonctions à AGA. Vous êtes vice-président AGA. Bonjour Jean-Luc. Karine Gagnieu, vous êtes directrice en charge du développement des partenariats IARD et prévoyance générale. C'est bien ça ? Exactement. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et Nicolas Paoli, vous êtes dirigeant du cabinet Segui et Paoli. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Nicolas, merci. Vous venez de loin. Merci de nous rejoindre. Merci. Vous êtes le provincial de l'étape, c'est ça ? Je suis le provincial de l'étape, oui, tout à fait. Mais maintenant, Paris, on entend un peu mieux. Paris, avec le digital, est aujourd'hui la place du village pour nous. Hein. Parfait. Voilà. Vous le savez tous, le monde des affaires se métamorphose et les manières de capter les clients sont différents, se transforment, confrontés à un contexte concurrentiel exacerbé, à des clients de plus en plus exigeants. Les entreprises doivent être résolument tournées vers les exigences clients. Excusez-moi. Tout d'abord, une première question pour engager cette conversation. Les clients ont-ils vraiment changé ? Est-ce qu'ils ont augmenté leurs exigences ? Et puis, est-ce qu'ils ont raison ? Qui veut se lancer, Blandine ? Ouais. Est-ce qu'ils ont toujours raison, les clients ? Principe de base dans le service, le client a raison. Le client est roi, il a raison. Donc ils ont changé ? Ils ont changé, mais aussi parce que l'environnement a changé. Je veux dire, il y a plus de comparaisons possibles, et pas seulement en assurance. Avant, il y avait les taxis. Un seul ou deux taxis, et puis après il y a eu Uber, donc ils ont des exigences, ils voient qu'il y a autre chose, qu'on peut apporter du service en plus, qu'il leur ait un bénéfice, et du coup effectivement, à ce moment-là, c'est du taxi qui était réglementé. En assurance, où on va se le dire aussi, on n'a pas toujours été les meilleurs en termes de service client, on était très produit, profitabilité, capital, enfin intérêt économique. Le client, avec la loi Hamon, il s'est dit tiens, je suis pas obligé de rester en fait. Et nous, on a pris un peu plus de temps parce qu'on avait un peu de stock, hein. On avait des clients qui étaient là et qui peu à peu ont changé leur comportement, mais oui, ils demandent qu'on réponde au téléphone, ce qui paraît la moindre des choses. Voilà. Que quand ils appellent une entreprise, si c'est pour un contrat et qu'ils demandent sur un autre contrat, ça soit la même personne, qu'on réponde du coup à toutes leurs questions une fois, et puis en plus avec de l'empathie, ça serait vraiment bien. C'est ça aussi. Pascal, ils ont changé ces clients ou pas ? Je ne sais pas si les clients ont changé, mais leurs attentes ont changé. Ouais. Et en tant que tel, on vit dans un monde d'immédiateté et l'assurance n'y échappe pas. Aujourd'hui, tout doit être rapide. Comme Netflix, quoi. Exactement. Il faut une réponse tout de suite. Quand un client poussait la porte de mon agence il y a 10 ans, il ne savait pas quel tarif il allait avoir. Aujourd'hui, il a fait le panorama du marché, il sait qui sera le plus cher, qui sera le moins cher. J'ai un fusil à un coup. J'ai une chance, quand j'annonce mon prix, je suis bon ou je ne suis pas bon. À partir de là, effectivement, on peut considérer que le client a changé. Mais je pense surtout que leurs exigences sont très fortes parce que le service, ça doit être notre cœur de métier. Et le tarif ne fera pas tout. Et je pense qu'il faut aujourd'hui... Ils achètent Exactement. Ils achètent le fait de résoudre un problème en cas de sinistre. Quand tu achètes une paire de jumelles, tu regardes dedans, tu vois si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Quand tu achètes un contrat d'assurance, tu achètes le service. Ça sera pour plus tard. C'est compliqué. Karine, qu'ils ont passé. Je partage effectivement. Les clients challengent de plus en plus leur assureur. Ils veulent qu'on réponde de façon précise à leurs besoins. Et leurs besoins, ils n'entrent pas forcément dans les contrats standards du marché. Et donc, leurs exigences, c'est du sur-mesure, de la marque blanche. Tout de suite. Tout de suite, de l'immédiateté. Excusez-moi, c'est vraiment ça dans la vraie vie, c'est à ce point-là, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment du sur-mesure. Et donc, on a cette solution, on l'a mise en place. Alors, est-ce que c'est nouveau ou pas ? Nous, ça fait 40 ans qu'on fait du sur-mesure, alors je ne sais pas si c'est nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent accéder à ces offres de sur-mesure de façon beaucoup plus simple, ça c'est aussi, et c'est ce qu'on disait avec le digital, hein, et de façon beaucoup plus rapide. Donc ça c'est vraiment les changements et les évolutions des clients. Nicolas, on reparlera de l'inauguration tout à l'heure de votre agence 3.0. Alors, les clients, ils ont changé ou pas ? Vraiment ? Alors, je vais reprendre ce que mes petits camarades mes camarades tout simplement viennent de dire, c'est qu'ils ont bien évidemment changé, mais je dirais même plus, ils ont évolué, tout évolue, tout accélère. Aujourd'hui, le consommateur lui-même en sait, avec le web, avec l'accès à Internet, en sait quasiment autant que nos propres collaborateurs. C'est comme quand il va chez le médecin, il a déjà quasiment fait son diagnostic, c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? On en est presque là. Alors aujourd'hui, avec les process d'accélération, la technologie, etc., on va peut-être y arriver. Heureusement, aujourd'hui,
l'intelligence situationnelle et humaine nous permet encore d'exister, grâce à Dieu. Et je pense qu'il a évolué, surtout édicté par ce mode de consommation qui est mené aujourd'hui par les GAFA, demain par les Chines, Bien sûr. et qui devient une référence, qui devient le standard. Donc il faut absolument, aujourd'hui, être en réaction, être en réactivité. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, je dirais qu'aujourd'hui, à ce stade, ce n'est plus mon problème. Ce que je veux, c'est répondre à ses besoins. Dégager du temps c'est l'urgence pour le absolue, conseiller. quoi. Ça, c'est l'urgence absolue. Voilà. Alors, on a parlé dans un précédent plateau des fameuses marketplaces, vous savez, ces marketplaces digitales où les gens aiment aller pour choisir des films ou pour choisir autre chose. Les assureurs essaient d'une certaine façon de se plateformiser. Karine, au sein de Generali, vous pilotez, vous, l'intégration des offres en marque distributeur. Et quel est votre sentiment sur cette relation digitale si on rentre dans le vrai du sujet, elle est souvent affinitaire, elle est technologique essentiellement. Quel est votre point de vue ? Alors, moi, je trouve qu'on assiste à un phénomène qui est extrêmement intéressant, justement, sur l'assurance, c'est l'arrivée de ces marketplaces. C'est-à-dire qu'on voit arriver des demandes de nos distributeurs. Qui sont, par exemple Qui sont des distributeurs, des courtiers grossistes, des courtiers spécialistes, et qui, donc, mettent en avant la marque de l'assureur, veulent distribuer la marque de l'assureur, à l'instar de ce qu'on observe sur un Cdiscount, sur un Amazon. En fait, leur besoin, c'est bien de renforcer leur expertise de la distribution en mettant en avant une offre qui est pertinente et conçue par l'assureur qui est reconnu sur son marché. Et donc, on voit apparaître ces nouveaux besoins, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ces mêmes acteurs qui, par exemple, là, il y a en ce moment, sur les journées du courtage, un acteur qui lance un marketplace qui est April, qui, auparavant, faisait de la marque blanche, qui mettait en avant sa marque et pas celle du distributeur. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, nous, on les accompagne, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on évolue dans notre modèle, on continue à être capable de faire du sur-mesure de la marque blanche, mais à côté de ça, on doit aussi être capable de faire des offres un peu plus standards pour intégrer et cibler les clients de ces distributeurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui. Donc les clients vont sur les marketplaces, c'est ce que vous dites ? Ils sont habitués, en fait. Ils vont faire leurs achats sur Amazon, sur Cdiscount, ils vont sur les marketplaces. Et nous, on travaille... Mais sur l'assurance aussi Assurance, des marketplaces spécialisés, par exemple, en emprunteur, voilà, des acteurs avec lesquels on travaille aussi, des Magnolia, des Meilleurs Taux, attirent un grand nombre de clients. Blandine ? Oui, alors je rejoins complètement Karine sur l'effet marque que les distributeurs cherchent de plus en plus, effectivement. Et alors en B2B, c'est flagrant. Et en B2C, tu citais Meilleurs Taux, il y a la marque du distributeur qui après cherche lui-même un garant sur la marque de l'assureur. Sur des comparateurs, donc vraiment du B2C basique, on voit que les marques fortes qui n'ont pas toujours été sur les comparateurs, quand elles viennent sur les marques, elles ont un temps d'avance. Quand vous mettez un Eurofil ou vous mettez un Aviva parce qu'il y a un réseau d'agents et qu'il y a la garantie de service aussi et de présence physique, c'est ça qui est intéressant, ça fait gagner encore plus de mise en relation. Mais sur l'assurance, il faut quand même un climat de confiance. Nicolas, et ces marketplaces, elles savent instaurer ce climat de confiance, vous pensez ? Vous, dans votre agence, la confiance, elle est essentielle, non ? Alors moi, d'un point de vue d'agent, d'intermédiaire de terrain, et puis notre vice-président d'AGEA, on sera là pour en témoigner, on doit pas opposer l'innovation, la technologie à l'humain. Et l'humain doit absolument s'enrichir de la techno. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc le marketplace, pour autant qu'on y ait, nous, une possibilité d'intégration, et à un moment donné, hop, on est là, bonjour, on vient, on a utilisé cette techno pour bien cibler ton besoin. Parce qu'un agent dans sa ville, finalement, c'est un petit peu comme on pourrait l'appliquer à l'époque. C'est une sorte de baron qui connaît tout son monde, qui connaît aussi bien le boulanger que le boucher. Aujourd'hui, si on veut sortir de nos frontières, quels sont les outils pour nous permettre de le faire ? Je pense que le marketplace est un outil qui va nous permettre d'aller au-delà de nos propres frontières et de nous développer, sachant d'autres types de clientèle. Voilà. Pascal ? Moi, ce qui m'interpelle, et c'est plutôt bien pour notre profession, c'est qu'aujourd'hui, les clients vont aller sur le web, ils vont aller chercher des informations, ils vont aller se documenter, mais à l'heure actuelle... Ils font le boulot, quoi, quasiment. Ils font un peu le boulot, effectivement, ils font un peu le boulot, mais pour l'instant, ils viennent encore énormément conclure en agence. C'est-à-dire que la source d'information, elle est digitale, elle est externalisée,
Mais la conclusion... La transaction se fait en agence, c'est ça ? Je pense que le marché français n'est pas encore mature pour qu'il se conclue en totalité sur le web. Les comparateurs aujourd'hui, ils marchent bien, mais on n'est pas encore dans la méthode anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... au niveau des chiffres, on peut pas... On est dans une philosophie où ce climat de confiance dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, l'agent général va incarner cette confiance. Parce que, encore une fois... quand j'appuie sur un bouton pour valider mon contrat d'assurance, je suis consommateur, est-ce que j'ai tout bien coché ? Est-ce que j'ai tout bien rempli ? Le client final, il ne comprend pas grand-chose. Le client... Non, j'exagère un peu. Ça dépend des produits. Sur l'auto et sur le MRH, on va pas me dire que le client ne comprend pas. Non, on comprend, mais je pense qu'en plus, il y a eu des efforts en matière de simplification et de pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quelques clics, tu es capable de comprendre ce que tu peux faire sur un contrat d'assurance automobile ou MRH. Mais les enjeux derrière, c'est est-ce que je suis correctement garanti ? Est-ce que, éventuellement, je n'ai pas oublié quelque chose ? Et c'est là où ce capital confiance de l'intermédiaire doit être important. Et encore une fois, on pourrait parler de l'omnicanalité. Aujourd'hui, le client, il faut qu'il puisse nous contacter par X moyens. Ouais. Peu importe, mais quand il l'aura décidé. Exactement. Et cet outil-là, c'est celui qui va être branché sur l'agence. En cas de sinistre, en cas de changement de voiture, en cas de changement d'appartement. Mais encore une fois... il doit avoir ce repère qui est l'agence générale. Et je pense que... Parce que finalement, le climat de confiance... vous faisiez, Jean-Luc, l'amalgame avec le médecin, il y a quelques minutes. L'illusion avec le médecin. On en est là. Je veux dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, vous, Jean-Luc, que vous alliez pour un simple mal de tête... Quand l'assuré a un vrai problème, il vient vous voir, c'est ça ? Demain, vous avez un simple mal de tête. Qui fait... Qu'est-ce qui vous sollicite, qu'est-ce qui vous décide à aller voir plutôt ce médecin plutôt qu'un autre ? Parce qu'il va vous prescrire une boîte rouge qui commence par un D, ou une boîte bleue qui commence par un E. Non, je pense pas. Vous allez voir ce médecin, pourquoi ? Parce que vous avez confiance en lui, c'est parce la qu'il vous confiance dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il a un bon diagnostic, parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous répond, parce qu'il est immédiatement là, toujours là, quand il faut être là. Et ça, c'est le rôle de l'humain et de l'agent ou de l'intermédiaire sur le terrain. C'est ce que le client veut quand il Mais veut. Si tu veux, les outils, ce sont des accessoires. Aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, pour moi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est comment on met en musique les outils qui vont nous permettre de gagner du temps et d'être réactifs. En cas de sinistre, en cas de vente, en cas de gestion, peu importe. Mais l'outil doit être un accessoire. Il ne faut pas oublier que notre métier est un métier de relations humaines. Alors ces marketplaces, elles donnent confiance aux clients finaux ou il y a besoin quand même... Alors, je crois qu'elles ont relations humaines. Parce que, alors, elles ont besoin de relations humaines. D'ailleurs, les market, voilà, elles ont. Chez Generali, on parle de Figital. D'ailleurs, comme chez tout le monde, il y a les marketplaces qui donnent l'information à voir au client, et ça, c'est extrêmement important, pour que lui, justement, fasse son choix éclairé. Et puis, à côté, s'il a besoin d'un renseignement, il faut qu'il soit capable d'accéder à un humain qui lui réponde et qui lui précise, oui, que c'est bien ça qu'il a compris et que c'est bien ça qu'il y aura dans son contrat. Donc, je pense qu'il y a, il y a les deux canaux qui sont extrêmement imbriqués. Les États-Unis ont déjà passé le cap du digital. Ils sont au tradigital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un outil, une relation traditionnelle à travers des outils digitaux. Et c'est là où je pense que c'est intéressant. On a dépassé le cadre de la relation physique. Et il y a en plus une valeur ajoutée. Alors Nicolas, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, vous allez me dire, début septembre, c'est ça le 6 5 septembre, exactement. Voilà. Ouais. Vous inauguriez votre agence 3.0. Alors je vous cite, vous me dites si je me trompe, vous déclariez vouloir tester, disrupter, accélérer sans cesse. C'est ce qui correspond aux attentes de nos clients, à la recherche d'immédiateté, bot conversationnel, signature électronique bien sûr, dématérialisation de la police, blockchain comme terre de confiance, intelligence artificielle pour affiner les diagnostics, réalité virtuelle et augmentée, et puis même Léo, votre mascotte hologrammique. Alors ça, si c'est pas du digital 100% techno, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est justement ce que c'est dans votre agence. Alors, Pascal me lance parfaitement le sujet avec le tradigital que je découvre. Merci, parce que je suis très appétant de tout ce qui est TAL. D'accord. La définition qui serait la plus appropriée en ce qui me concerne pour le Figital, c'est la suivante. C'est que ça doit être l'expérience du passé et de nos traditions qui, aujourd'hui, doit être enrichie par l'innovation. Et vice-versa. Notre expérience du passé et de nos traditions doit apporter à l'innovation. Les clients veulent du digital, mais ils ne veulent pas du tout digital. Le client a besoin absolument de conserver une intelligence situationnelle humaine
au milieu de la relation. Ce que veut le client, c'est d'avoir une immédiateté, de la réactivité, de la réponse, de l'accélération par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à son environnement, et encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, à ces nouveaux standards de mode de consommation, parce que le client évolue avec les nouveaux standards de mode de consommation. Donc nous devons nous retrouver là, nous ne devons pas rester sur le quai et regarder nos clients passer, nos business évoluer, partir, et voir nos clients ou prospects adressés à d'autres acteurs que demain, parce que ça va aller très très vite. Donc aujourd'hui, sans cesse se renouveler est important, mais pour autant, il ne faut pas avoir peur de ce digital, il ne faut pas l'opposer, il faut ni plus ni moins l'utiliser comme complémentarité, parce que, à mon sens, je finis, d'optimiser l'efficacité opérationnelle par l'outil va nous permettre de dégager du temps et de nous recentrer sur nos fondamentaux, qui sont le conseil, qui sont l'accompagnement, qui sont la présence, plus de services, plus de qualité. Dans ce monde qui accélère, si on ne s'équipe pas avec un outil pour le faire, qu'il soit digital, qu'il soit traditionnel, on n'y arrivera pas. C'est impossible, à mon sens, sans le digital, de pouvoir passer ce cap des 20 ou 30 ou 40 ou 50 années à venir. On a quand même l'expression, sans remettre en cause ce que vous dites, Nicolas, que l'excellence de la relation client passe par la technologie. En tout cas, on entend sans arrêt, on a mis un bot en place, on a mis une appli en place, on n'a jamais dit, on a des super conseillers en agence qui... Si ouais, alors, et pourtant, je suis le direct. Je suis le direct, et en force d'acquisition, c'est le digital et d'autres sources d'acquisition que les traditionnelles. Mais la force aujourd'hui du direct, même s'il y a une part de clients importante qui sont sur le web, c'est le numéro de téléphone et la qualité des conseillers. Chez moi, voilà, ils ont 20 ans d'expérience, ils ont toujours été là et ils connaissent leurs produits. Après, par rapport... donc, non, je pense que vraiment l'humain reste, et encore plus au moment de l'indemnisation aussi. Le bot, c'est très bien si ça décharge sur des choses, mais d'abord, ça n'a aucun intérêt de communiquer à un client. Vous êtes plutôt avec un bot plutôt qu'avec un conseiller. Il en a rien à faire, le client. Ce qu'il veut, c'est appeler, pouvoir avoir un décroché en quelques secondes plutôt qu'en 20 minutes, et puis après... à un moment, être orienté correctement vers quelqu'un qui a sa bonne réponse. Le reste, ça doit être transparent. C'est bien si c'est du service en plus. Ce qu'on veut donner, quelle que soit la forme, c'est du service. Et par rapport à votre point, moi, je crois en plus que ce qu'apportent ces technologies, c'est que ça vous permet de vous concentrer là où vous avez vraiment de la valeur. Il y a des clients... Vous ne pouvez pas tous les voir. Il y a des clients qui ont une appétence pour plus de conseils et qui en ont besoin parce que leurs risques ont changé. Voilà. Et qu'il y a une répartition des rôles dans tout ça, effectivement, et une accélération qu'on... Pardon, Pascal, vous partagez ce point de vue. La relation client, c'est une affaire pas que de digital, mais aussi de compétences, mais aussi de formation parfois. Parce qu'il faut, pour être efficace par rapport au client, il faut être formé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier, il a beaucoup de facettes. Et il n'y a pas un agent général qui ressemble à un autre agent général. Aujourd'hui, on a des agents généraux qui vont être spécialisés sur le marché de l'entreprise, on a des agents généraux qui vont être spécialisés sur les assurances collectives, on a des agents généraux qui vont être sur le mass market. Et là, effectivement, en fonction de la spécialité de l'agent, on va avoir des outils qui seront adaptés. C'est clair que l'outil tel que Nicolas l'a mis en place sera plus adapté, je pense, au marché de masse. Par contre, le chef d'entreprise qui va avoir une problématique sur l'exportation de ses produits aux États-Unis, il aura besoin du professionnalisme de l'agent général et du conseil. Et je pense que tout ça doit cohabiter dans une agence. On doit avoir bien sûr des outils, mais il ne faut surtout pas abandonner notre professionnalisme. Notre professionnalisme aujourd'hui, c'est la qualité de notre conseil. C'est ce qu'on apporte par rapport aux banques assureurs, c'est ce qu'on apporte par rapport au réseau direct. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis très attaché à la professionnalisation de mes collaborateurs, à la professionnalisation des agents généraux. Exactement. Le conseil, il faut être formé. Exactement. Mais l'évolution telle qu'on l'a dans l'agence de Nicolas est très intéressante. C'est ce subtil équilibre dont tu parles qui pour moi, est la définition du digital. Sachant qu'il y a 200 ans, alors tout ce qui innove est un peu une courbe de deuil pour tout le monde. Je veux dire, Schopenhauer, 19e siècle, qui dit que toute évolution passe par 3 stades. La stupidité, ensuite la frayeur et ensuite l'évidence. Il y a 200 ans, tu me diras si je me trompe, avec l'Azur, mais ses premiers agents d'assurance sur le terrain. Ça, c'était de la disruption aussi. Qu'est-ce que c'est des gens qui viennent visiter pour nous assurer ? On déléguait la prise de la souscription d'un risque auprès d'agents sur le terrain. C'était la techno de l'époque. De rappeler ce contexte, mais aujourd'hui, nos clients, le sujet qui nous occupe, c'est les clients d'aujourd'hui. C'était notre techno. C'est un exemple tout à fait intéressant, mais est-ce que les clients aujourd'hui, ils n'ont pas aussi envie d'être plus autonomes dans leur façon de gérer leurs assurances, Karine ? Alors, moi, je crois que les clients, ils ont
besoin d'autonomie, mais pas seulement. Je crois qu'ils ont envie surtout de choisir comment et quel parcours client ils ont envie comment ils ont envie d'accéder à l'information, à l'assurance, en fonction du produit, en fonction de leurs besoins. Et donc, je crois qu'il faut leur laisser accès à justement toute cette information pour qu'ils personnalisent tant leur offre, parce que je pense que c'est quand même, je reviens sur mesure, etc., mais je pense que la personnalisation, on est dans on n'est pas comme tout le monde, on est dans une société où on a envie de personnaliser son offre à son risque et son parcours client aussi à son besoin. Et donc, c'est donner accès à de l'information de façon très transparente, ce qui lui permet d'être sûr d'avoir fait le bon choix, de le rassurer, et là, je dirais que c'est un client qui reste, quoi. Et il y a un point aussi, c'est l'autonomie, oui, mais effectivement, si elle est choisie, les clients qui choisissent le chat, ils vont pas vouloir qu'on les appelle, par exemple. Les clients qui, en revanche, une indemnisation, il y a des clients sur peut-être du petit sinistre ou peut-être sur les plus gros, ils veulent juste être payés très rapidement. Et là, ils iront sur leur espace client à eux, poser tout ce qu'ils veulent, et ils veulent pas être contactés, sauf pour savoir un SMS, combien je vais recevoir. Mais l'autonomie, elle est choisie. Une fois qu'elle est choisie, il faut la respecter, il faut pas l'imposer. Dire en revanche, vous n'aurez plus de contact, vous devez tout envoyer, ça peut marcher, mais ça prend du temps. Il y a des exemples en banque, du bourseau, etc. Mais voilà, c'est vraiment... Et c'est cette difficulté d'équipe, ça veut dire qu'on doit donner tous les outils, ce qui, en termes d'IT, demande un peu aussi de problématiques, et bien réfléchir aussi où vraiment les clients viennent. Il y a des produits sur lesquels ils ne viendront jamais autonomes. Il faut bien avoir en tête déjà d'autres expériences dans d'autres professions. On a des gens qui ont essayé de faire, dans différents métiers, du tout autonome, et progressivement, je pense à Amazon par exemple, revient ouvrir des boutiques. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a une volonté d'externaliser et de laisser faire le client tout seul. Ça réduit les coûts au passage en même temps. Bien sûr, faut pas l'oublier. Non, mais ça c'est évident. Là, côté compagnie, c'est évident que c'est une bonne. Oui, c'est une bonne idée. Oui, on était bien d'accord. Ça n'empêche que aujourd'hui, effectivement, le client doit pouvoir décider de parler à quelqu'un quand il a décidé de le faire. C'est ça. Je pense que c'est ça la bonne expérience client. Mais bien sûr, c'est la bonne expérience client. Si lui apporter la réponse, c'est facile de gérer un sinistre automobile. C'est plus difficile de gérer un sinistre dégâts des eaux dans une maison. Autant on peut gérer un sinistre de masse à travers un constat amiable. Gérer un constat amiable, c'est facile. Le client, avec un peu d'expérience, on peut expertiser à distance, on peut régler très vite, ça marche très bien. Par contre, quand j'ai mon salon avec la commode 18e qui a les pieds qui ont trempé dans l'eau, c'est un peu plus difficile, et là, ça va nécessiter une approche peut-être un peu différente, où on est, à mon avis, encore pas suffisamment avancé. Je pense que là, on peut encore progresser, même si on peut donner l'impression au client d'avoir un peu d'autonomie. Mais il faudra une intervention peut-être un peu différente sur ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le client, il veut du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Il veut vraiment... Il veut du sur-mesure ou du prêt-à-porter, c'est ça. Ah, mais ça, est-ce que c'est possible Tout est possible. Qu'est-ce qu'il veut le client? Tout est possible, et ces outils doivent justement nous permettre de gagner des coûts de productivité. C'est évident. Il faut qu'il ait le sentiment d'avoir du sur-mesure. Voilà. On n'est pas obligé de faire du sur-mesure. Le sentiment. Voilà. Non, mais... Je partage. Si on prend les risques, sur du risque simple, on a tous les mêmes risques. Donc les produits, vous pouvez après proposer du sur-mesure sur, à la rigueur, la longueur des manches. Est-ce que tu veux un petit peu d'assistance, beaucoup d'assistance, et avec le prix qui va avec, puisqu'on t'arrive quand même comme ça. Après, est-ce que c'est du vrai sur-mesure sur du risque standard? Non. En revanche, il y a une partie de l'assurance en B2B où ça restera du sur-mesure. On ne peut pas... Bien sûr. Voilà. Nicolas, je pense que tout s'attache à la bienveillance et à l'écoute de nos clients, parce que le sur-mesure est un grand bien mot, un bien grand mot, je veux dire. Tout le monde veut du sur-mesure. Tout le monde veut sur-mesure, tout le monde veut le luxe, tout le monde veut le top, tout le monde veut... On sait que c'est... Le top, c'est le service. C'est d'être là quand il faut être là. C'est répondre à ses attentes, à ses besoins, quand il en a besoin. Ça, c'est le luxe, c'est plus que le sur-mesure, ça. C'est la Rolls-Royce aujourd'hui de la relation commerciale. Dire aujourd'hui, pour être en mesure d'apporter ça à nos clients, mais il faut un peu d'outils, il faut un peu d'humain, il faut un subtil équilibre qui nous permette de répondre à tout moment à ce client. Et tout au long de sa vie. Parce que c'est pas tout. On parlait là de risques, de trucs, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir énormément aussi se retourner vers la prévention, vers l'attitude préventive, vers l'environnement, les risques qui nous entourent, les nouveaux risques qui nous entourent. On parle du cyber-risque, on parle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est être présent à 360 degrés du périmètre client tout au long de sa vie. Donc il va falloir évoluer avec. On doit répondre, nous aussi, à une exigence, c'est celle de rester dans le timing. Vous le savez, c'est les règles du jeu, c'est parfois un peu frustrant. Nous allons terminer ce dossier du mois par un petit tour de table, mais relativement réduit, puisqu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Comment on répond à ces exigences clients? Quel est l'ingrédient indispensable, selon vous? Blandine, vous commencez?
L'ingrédient indispensable. Penser client dès l'origine d'une idée. On veut mettre un nouveau service, on veut faire un nouveau produit, on veut faire de l'omnicanalité, on met le client au centre dès le début. Et tout est pensé à partir de ça. Voilà. C'est pas nouvelle techno, qu'est-ce que ça apporte au client? Sinon, on n'y va pas. C'est comme Amazon. Hein. On fait d'abord, si ça n'apporte rien au client, s'il n'y a pas de valeur pour le client, on n'y va pas. Même s'il y a des réductions de coûts derrière, ça ne doit pas être drivé par la réduction de coûts. Sincèrement, on est une industrie où on n'a pas besoin d'être tout le temps drivé par la réduction de coûts, notamment quand on fait l'assurance vie, je veux dire. Mais voilà, donc penser client au centre. Si on n'est pas capable en une phrase de dire c'est ça le bénéfice que je veux pour le client, c'est pas la peine d'y aller. Pascal? Des outils simples, de la disponibilité, du professionnalisme. Ça se passe de commentaires. Nicolas, on laissera terminer Karine. De l'authenticité. C'est quoi l'ingrédient c'est pour répondre aux exigences clients? L'authenticité dans la relation avec nos clients, la proximité, conserver nos fondamentaux face à cette relation physique réelle qui quelque part se paupérise. Donc il faut être là, toujours là, et présent, et dire on est là quand on a besoin. Être discret, comme le disait tout à fait Blandine, 24 mais être sur là 24. quand on en a besoin. 24 sur 24, 7 sur 7. Et sans l'outil, c'est compliqué. Oui. Karine? Moi, je dirais plutôt la réactivité. Parce que je crois qu'il faut être extrêmement réactif pour détecter et transformer en besoin, en solution d'assurance, les évolutions des clients, justement. Les évolutions de leurs usages, de leur façon d'être. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement réactif pour leur proposer la solution qu'ils attendent et le produit qu'ils attendent. On a besoin d'innovation, c'est sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on est très en retard sur l'innovation, c'est clair. L'assurance. On termine par ce constat du retard sur l'innovation. Bon, en tout cas, une innovation, je ne sais pas, mais en tout cas, avant de terminer, nous restons en plateau. Nous allons regarder, vous avez lancé avec AGA a lancé un MOOC, justement, sur les enjeux de la relation client. Et pour se perfectionner, donc nous allons vous le diffuser. On se retrouve tout de suite après. Merci de votre présence. Nous avons été ravis de votre présence Assurance TV pour ce plateau sur les exigences clients. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Une date à retenir et à venir. La transformation du secteur de l'assurance, c'est aussi l'événement que nous organisons. Le TIDE Assurance du 7 novembre. À très vite.